Messieurs, dames, vous êtes sur Canal Congo Télévision. Bienvenue à cette grande édition du journal à la ligne de l'actualité. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce samedi 4 personnes, dont 2 combattants arrêtés à Boutembo et dans le secteur de Boupéré, en territoire des Loubero. Suivi le porte-parole de l'opération Solola, un Grand Nord. À part la menace terroriste ADF-MTN ISCA, nous avons aussi la menace rwandaise à travers sa brigade avancée AFC M23. À cela s'ajoutent des groupes armés locaux réfractaires au processus du RAD, qui de fois attaquent les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur dos et sèment aussi la terreur tout en troublant la population. Donc, ce sont les différentes catégories que nous aurons à vous présenter aujourd'hui. Et parmi ces catégories, nous devons aussi vous signaler qu'il y a, suite aux différentes opérations en profondeur qui sont menées par la coalition FRDC-UPTF, il y a aussi un nombre important des ex-otages qui ont été libérés par cette force conjointe. Et ces ex-otages sont aussi ici, seront aussi présentés et après, normalement, ils seront remis auprès de la société civile pour leur réintégration au sein de la communauté. Donc voilà, au total, nous avons 15 ex-otages qui ont été libérés par les forces conjointes. Et à part le 15, nous avons 48 malfrats que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui sont scindés comme suite. Il y a 2 terroristes ADF-MTN ISCA qui ont été capturés et ils sont ici avec nous. Il y a 4 collaborateurs ADF-MTN ISCA. Il y a 23 collaborateurs M23 RDF AFC. Il y a 16 combattants rendus M23 AFC RDF qui sont venus avec plusieurs effets, entre autres tenues RDF et quelques armes AK-47 qui sont là que vous allez voir. Et il y a aussi 2 criminels très dangereux qui ont été aussi arrêtés dans notre zone de responsabilité. Et parlant de groupe Maï-Maï réfractaire, il y a aussi un élément Maï-Maï hostile qui a été aussi capturé et il est ici avec nous. Les forces démocratiques de délibération du Rwanda, en sigle FDLR, ont été invitées à déposer les armes ou à s'y rendre auprès des autorités nationales dans un communiqué rendu au public des forces armées de la République démocratique du Congo, ce vendredi par le général-major Sylvain Ekeng et son porte-parole. Suivez. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025, par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours.
La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a, lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, indiqué que l'appel lancé par les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue rwandais, vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région du Grand Lac, parce que c'est lui qui parraine et soutient le M23. Par ailleurs, a-t-elle appelé les deux chambres du Parlement à examiner rapidement l'adoption d'une résolution officielle devant proclamer au nom de la nation la reconnaissance des génocides perpétrés sur le sol congolais. Suivez. De l'intervention de son Excellence Monsieur le Président de la République au Global Gateway Forum à Bruxelles. À ces sujets, la Première ministre a rappelé que dans sa quête permanente pour le retour de la paix dans notre pays, depuis son investiture à la magistrature suprême, le Président de la République n'a cessé de ménager ses efforts pour assurer la stabilité et le développement de notre pays. C'est dans ces contextes qu'il a tendu la main au président rwandais lors de son intervention le jeudi 9 octobre 2025 à la 2e édition du Global Gateway Forum organisé à Bruxelles par l'Union européenne. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région de Grand Lac, en ce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La Première ministre, chef du gouvernement, a engagé par ailleurs le gouvernement à prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo s'est positionnée comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures, d'énergie et des transitions vertes, mais aussi dans un cadre de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques. Le taux d'inflation a été réduit à 6,3% en 2025 en République démocratique du Congo grâce au soutien principalement de dynamisme du secteur extractif, a indiqué le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le gouverneur lors du Conseil des ministres présidé ce vendredi par la Première ministre. Suivez l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait l'évaluation de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Il a indiqué que la conjoncture économique intérieure reste marquée par la stabilité du cadre macroéconomique, traduite par les reculs de l'inflation et une forte appréciation de la monnaie nationale sur les deux segments du marché d'échange. La croissance économique est projetée à 6,3% en 2025, soutenue principalement par les dynamismes du secteur extractif. Au cours de la première semaine du mois d'octobre 2025, l'indice global de prix à la consommation a enregistré une baisse sensible, se traduisant par une déflation. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire est ressorti à moins 0,10% contre 0,06% la semaine d'avant. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 5,93% contre 9,99% à la même période de 2024. Par rapport à la semaine précédente, les francs congolais s'est apprécié de 6,31% à l'indicatif et de 4,12% sur le marché parallèle. Comparativement à fin décembre 2024, la monnaie nationale a enregistré une appréciation de 13,47% à l'indicatif et de 9,54% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits des bases importés et exportés par la RDC ont globalement bien évolué. Au regard de facteurs de risque internes et externes, le gouverneur de la Banque centrale a formulé des recommandations allant dans le sens du maintien d'une coordination étroite entre la politique budgétaire et monétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique, de la poursuite de la surveillance rapprochée du marché de change et du secteur bancaire pour anticiper d'éventuelles tensions, ainsi que de la promotion de la diversification économique par l'agriculture et les services afin d'atténuer la dépendance au secteur extractif. Le Conseil a pris acte de son rapport. Parlant président de l'Assemblée nationale, sachez qu'un groupe de députés nationaux réunis en salle des spectacles du Palais du Peuple exige l'élection d'un nouveau président et du rapporteur adjoint de cette institution. Suivez.
Les députés nationaux se sont réunis aujourd'hui. Un groupe de plus ou moins 250 députés pour examiner la situation du remplacement du président de l'Assemblée nationale et du rapporteur adjoint. Parce que ce groupe de députés a estimé qu'il ne peut pas examiner le budget de la République démocratique du Congo avec un bureau incomplet. Et dans l'unanimité, ce groupe de députés a estimé de demander au bureau actuel de proposer mieux de publier un calendrier où, dans les prochains jours, nous allons élire le président de l'Assemblée nationale et les rapporteurs adjoints. Et nous sommes conscients de la responsabilité de notre bureau et nous savons que celui qui fait l'intérim, l'honorable premier vice-président, ensemble avec les deuxièmes, les rapporteurs et puis les décaisseurs, vont se réunir très prochainement en écoutant notre appel pour publier le calendrier de l'élection du président et du rapporteur adjoint. Le service national avec son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kamrik, poursuit avec la distribution de bons pupitres dans les écoles et universités sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'était le tour cette fois-ci de l'université de l'Ikassi ainsi que l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'Ikassi dans les Haut-Katanga. Eh bien, ont bénéficié chacun de 250 bons pupitres fabriqués par le bâtisseur du Congo. Reportage Gisèle Etoko. C'est un vent nouveau qui a soufflé à l'université de l'Ikassi. Désormais, plus question de salles sans bancs avec des étudiants qui suivent les cours debout. Cet alma mater a obtenu 250 bons pupitres flambant neufs, œuvre du service national avec son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kamrik, sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, à travers sa vision, celle de voir chaque Congolais accéder à une éducation digne et un environnement d'apprentissage favorable. La joie, l'émotion, la reconnaissance, le remerciement des cadres, étudiants, autorités académiques après cette dotation ont été exprimés par le recteur de l'université de l'Ikassi, Louis Palamba Boula. Béni soit ces jours à Dieu, jour de bénédiction, car un don est venu vers nous pour nous épauler dans notre mission de l'enseignement universitaire et supérieur. Mes remerciements et ma gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, jour et nuit, se bat sur tous les fronts grâce à sa diplomatie agissante pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire national et qui a trouvé en la personne du commandant du service national, le lieutenant général Kassongo Kamrik Jean-Pierre, l'oiseau rare pour matérialiser sa vision sur l'éducation. Le service national n'est qu'un instrument d'exécution de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas d'école ni université publique sans bon, a rappelé son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kamrik, dans son allocution. L'université et l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, le service national intérieur de notre séjour à l'université de l'Ikassi, dans la province du Haut-Katanga. C'est sur instruction stricte et à l'exécution de l'ordre du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, que le service national vient doter en banc pupitre les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que de l'enseignement primaire et secondaire du Grand Katanga. Cette opération dont le but est d'améliorer les conditions d'accueil et d'études dans nos écoles, instituts supérieurs et universités, a commencé à Kinshasa avant de s'étendre dans les provinces. Le cortège du service national a pris par la suite la direction de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'Ikassi.
Ici qui son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassimo Kabouik, a décroché son bac il y a près de 30 ans. Ici également, 250 bons pupitres ont été remis, bons confortables, d'une capacité d'accueil de 1250 places. Les 250 bancs d'une capacité d'accueil de 1250 places permettront à nos étudiantes et étudiants d'étudier dans des conditions confortables en étant assis. Bien que la révolution numérique détache les humains de l'appartenance à un locatif et à un collectif, dans un auditoire ou un amphithéâtre. En l'espace de 2 mois, le service national a livré près de 5000 bancs aux écoles et universités publiques du Haut-Katanga pour une meilleure condition d'apprentissage, bien sûr. À présent, parlons de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que la CENI, faisant partie du réseau des organes de gestion des élections d'Afrique centrale, Roger-Yack, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a présidé les travaux des validations du plan stratégique 2025-2030 de ces réseaux à Yaoundé, capitale du Cameroun, à quelques jours d'un scrutin présidentiel majeur dans le pays. Reportage signé Junior Bolafa. À la tête du réseau des organes de gestion des élections d'Afrique centrale, Roger-Yack, Denis Kadima Kazadi, également président de la Commission électorale nationale indépendante CENI de la République démocratique du Congo, a dirigé les travaux de validation du plan stratégique 2025-2030 du Roger-Yack, tenu du 6 au 7 octobre à Yaoundé, au Cameroun, à quelques jours d'un scrutin présidentiel majeur dans le pays. Réunissant les représentants de 9 États membres de la sous-région, cette rencontre de haut niveau avait pour objectif de définir la feuille de route du réseau pour les 5 prochaines années. Les échanges ont permis d'identifier les priorités communes, les ressources nécessaires ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation des progrès à réaliser dans le renforcement de la gouvernance électorale en Afrique centrale. Les travaux ont bénéficié du soutien des partenaires techniques et financiers et de l'appui marqué des autorités camerounaises, notamment du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Dans son allocution d'ouverture, Denis Kadima a insisté sur la nécessité de promouvoir des processus électoraux inclusifs et transparents au sein de la région. Ce n'est pas une destination. On avance et on n'avance pas seul, on avance avec les partenaires. Nous ne pouvons pas continuer à organiser les élections isolément les uns des autres. Il faut qu'on se mette ensemble de temps à autre pour déterminer les bonnes leçons, les bonnes pratiques électorales afin que nos élections soient de plus en plus inclusives, transparentes, apaisées. Faisant référence à la prochaine élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025, le président du Roger-Yack a salué le choix de Yaoundé comme lieu symbolique de cette rencontre. L'objectif, c'est pour ça que le Roger-Yack a été créé. Et pour cheminer ensemble avec une même vision, il faut avoir un plan stratégique. Avoir une même vision, connaître la mission et déterminer les objectifs stratégiques. Et c'est ça la raison d'être de cette réunion. Et pourquoi le choix du Cameroun? Le choix du Cameroun, c'est parce qu'il y a les élections. Nous faisons d'une pierre deux coups. À l'occasion des élections que nous observons, nous nous réunissons et déterminons notre plan stratégique. Nous voyons les choses à long terme. Nous sommes en train de jeter les jalons d'un processus électoral mieux organisé. Et pour ce faire, on se rencontre, on détermine les bonnes pratiques et nous ne voyons pas les jours seulement, la réalité à court terme, nous la voyons plutôt à long terme. Ce nouveau plan stratégique 2025-2030 met un accent particulier sur l'inclusion en favorisant la participation des jeunes, des femmes, des peuples autochtones et des minorités. Il intègre également des enjeux contemporains tels que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation et renforcer la transparence processus électoraux. Un insolite dans ce journal. Pour payer les frais académiques, les étudiants de l'Université pédagogique nationale, UPN en sigle, sont confrontés à une réalité bizarre. Eh bien, s'ils doivent s'y réveiller à minuit pour aller payer à la Roi Banque les frais académiques, une situation qui les expose à l'insécurité. Junior Bolafa nous en parle. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPN sont exposés à d'énormes risques sécuritaires du fait qu'ils sont obligés de se réveiller à minuit
comme vous pouvez le constater, pour aller payer les frais académiques à la Robank où les étudiants doivent faire la queue. Seulement, 60 personnes sont autorisées à payer ces frais académiques sur la liste selon l'autorisation de la banque. Les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection des étudiants. Eh bien, la 6e épidémie à virus Ebola déclarée dans la zone de santé des Boulapi, dont le Kasaï est en train d'être maîtrisé du fait que la 15e... du fait que le 15e jour, aucun nouveau cas n'a été notifié. Si jusqu'au 21e jour, on ne notifie toujours pas de nouveaux cas, c'est un signe que Ebola est en train d'être vécu plutôt. En tout cas, c'est ce que pense Dr Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique. C'est là, malgré que cette épidémie a causé la mort à 32 personnes. C'était avec l'appui de l'UNICEF. Nassi Ileka nous en parle. La situation épidémiologique de la 16e épidémie à virus Ebola, déclarée dans la zone de santé des Boulapé dans la province du Kasaï, fait état de 32 décès et 17 guéris, avec une avancée significative du fait qu'en ce 15e jour, depuis son déclenchement, aucun nouveau cas n'a été enregistré. C'est ce qu'a fait savoir Dr Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique INSP, lors du point de presse hebdomadaire sur cette épidémie. À ce jour, donc nous comptons 53 cas confirmés, parmi lesquels on note 32 décès. Et nous avons 11 cas probables. Et la létalité tourne autour de 60% parmi les cas confirmés. Et nous avons 17 patients qui sont guéris et sortis du centre de traitement Ebola. Donc voilà pour ce qui est de la situation épidémiologique. Deuxième jour où on n'a pas enregistré un nouveau cas confirmé. Donc ce qui montre déjà, qui nous donne une certaine perspective dans le contrôle de cette épidémie. À la question de savoir dans combien de temps peut-on espérer mettre fin à cette énième épidémie à virus Ebola, Dr Dieudonné Mwamba espère que si jusqu'au 21e jour, on n'enregistre pas de nouveaux cas, on tend vers la fin de l'épidémie d'Ebola. Comme à notre 15e jour, sans nouveaux cas confirmés, donc selon le protocole établi pour la maladie à virus Ebola, après 21 jours sans nouveaux cas, on peut déjà commencer à espérer, à projeter déjà la fin de l'épidémie. Parce qu'il nous faudra prendre encore une période de 21 jours autres. Donc c'est une période de 2 fois 21 jours. Si on n'a pas un nouveau cas confirmé, on pourra déjà penser à déclarer la fin de cette épidémie. Au quartier Kingaba dans la commune de Libeti, la police a mis la main sur des jeunes délinquants communément appelés Kuluna qui terrorisent la population. Regardez. Ces jeunes délinquants communément appelés Kuluna sèment terreur au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Ils extorquent, volent, menacent, molestent des paisibles citoyens. Déjà dans les viseurs de la police, 2 gangs de ces bandits urbains se sont livrés à des combats jusqu'à en sortir avec des blessures, créant ainsi la panique au sein de la population du quartier Wenzambila et Point Chaud. Ainsi alertée, la police du Soussiat Banamura a fini par mettre la main sur eux. Ingénieur technicien. Bon, toi, moi, on a retourné, on a foutu un master, on a mobile, on a jeté dans le clé. D'accord. Donc, pas commandant. On a moi, on a retourné, on a foutu un tout ça, les routes ensemble, tous on a. C'est un véritable ouf de soulagement pour les victimes de ces jeunes délinquants communément appelés Kuluna.
Avant de boucler complètement ce journal, on va parler de la journée internationale de la jeune fille. Et puis, le 11 octobre de chaque année est dédié à cette dernière placée sous le thème de cette année, génération numérique. Notre génération, c'est dans cette optique que l'ONU femmes appelle à un accès équitable de jeunes filles à l'intérieur et aux appareils numériques et à des investissements ciblés en vue de lui offrir les opportunités d'accéder aux nouvelles technologies, d'en faire usage ainsi que de jouer un rôle monteur et innovateur dans ces domaines de l'égalité des sexes. Nancy Lekassin, ces reportages. Célébration ce 11 octobre de la Journée internationale de la jeune fille placée sous le thème « Génération numérique, notre génération ». C'est dans cette optique que l'ONU Femmes appelle à un accès équitable des filles à l'Internet et aux appareils numériques et à des investissements ciblés en vue de lui offrir des opportunités d'accéder de manière effective et en toute sécurité aux nouvelles technologies, d'en faire usage ainsi que de jouer un rôle moteur et innovateur dans ce domaine d'égalité des sexes. Les filles sont des leaders, les filles sont les actrices du changement, les filles font le bien et stimulent la croissance dans le monde entier. Elles sont une source essentielle du changement transformateur en faveur de l'égalité des sexes. Les jeunes filles demandent à être reconnues non seulement par les défis auxquels elles sont confrontées, mais aussi pour ce qu'elles sont et les solutions qu'elles apportent. Trop souvent, leurs voix ne sont pas entendues, leurs actions ignorées, leurs besoins et leurs droits mis de côté. Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration de Beijing, le plan d'action mondial pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la journée internationale de la jeune fille est un appel à voir les filles telles qu'elles sont vraiment, à écouter leur voix et à reconnaître leur potentiel illimité. Cette journée vise à attirer l'attention sur les inégalités du genre et soutenir les filles pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel. Elle a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2011 avec comme objectif souligner les inégalités et les obstacles persistants, plaider pour les droits des filles et leur donner une voix. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de ce journal. Nous disons un grand merci à Fiston Atunga qui est derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez branchés sur Canal Congo Télévision.